Donc, rapport d'autopsie, je commence par une série de réflexions sur les origines historiques de l'échec. Et Lewin met en avant le coût monumental de la destruction prématurée du capitalisme avec l'abandon de la NEP. La NEP, je rappelle, 1921-1928, nouvelle politique économique. L'abandon de la NEP est à l'origine des vagues de choc qui ont engendré ou intensifié des ruptures et des distorsions permanentes entre les sphères économiques, administratives et politiques du système. Les résultats furent à long terme catastrophiques, à commencer par la bureaucratisation généralisée. Le système bureaucratique naissant et bientôt pléthorique devint en fait l'arène et le substitut de l'économie. Tenez lieu d'économie. Les institutions de l'État se substituaient aux mécanismes de marché. Donc là, Jean Rovelin, qui est là, qui nous a fait déjà 2 conférences il y a 3 ou 4 mois, va nous en refaire 2 autres, justement sur cette question pratiquement capitalisme et socialisme, mais en septembre. Et donc, c'est une question que tu pourras tout de suite commenter. Bonjour. Est-ce que j'ai une petite place par là? Il y a place là. Les institutions de l'État se substituent au mécanisme de marché, purement et simplement. Elles sont devenues un mécanisme économique, en fait, dit Lewin. Ce premier aspect est évidemment essentiel, il est à la racine de tout. Lewin distingue par ailleurs 6 traits généraux du système qui ont pesé sur la suite des événements, une fois qu'on a posé cette première idée. Il distingue 6 traits généraux qui ont pesé sur la suite des événements. Premièrement, le système était centré sur l'intérêt global de l'État. L'intérêt global de l'État. Le raisonnement se faisait en termes globaux. L'État, les classes, le monde. Mais le système n'était nullement préoccupé et n'avait rien à offrir aux individus ou aux différentes couches de la société. Je vais donner 2 exemples. Par exemple, les communications aériennes. Elles étaient performantes à cette époque déjà, mais il manquait les routes. Bonne communication aérienne, mais pas de route. Les femmes, elles pouvaient travailler. On les encourageait même à travailler. Mais il manquait des crèches. Et donc, elles étaient condamnées le soir au servage domestique. Là aussi, donc, il y avait une incohérence dans les services économiques proposés. Deuxième point, traditionnellement, la production agricole se faisait à petite échelle en Russie plus. Lorsque l'État s'en est mêlé, les effets ont été dévastateurs. Donc on connaît les phases diverses et variées de nationalisation, etc. Troisième point, le pouvoir central considérait le quotidien, les problèmes du quotidien, les valeurs, les questions de personnes et celles de communauté comme des questions relevant de l'échelon local. Pour l'échelon central, toutes ces questions relevaient de l'affaire, c'était l'affaire du parti. Bon. Oui, mais non. Parce que le parti est transformé en un organe d'État, en conformité avec les intérêts de la bureaucratie centralisée, mais sans rapport avec les problèmes sociaux de la Russie réelle. Un sujet, un aspect sur lequel nous allons revenir.
Quatrième point, c'est celui qui est relatif à la prédilection pour la grande politique, entre guillemets. Elle a nourri une propension assez naturelle à ce que le centre produise des solutions standards appliquées au pays tout entier. Grande politique, grand projet, grande réalisation et solutions standards. De cette façon, les choses étaient plus faciles à contrôler. Sauf que la complexité croissante de la scène internationale et de la société soviétique de plus en plus différenciée ne se prêtait plus à des simplifications standardisées. Ça, cette appréciation-là de Moshe Lévin, évidemment, il faut l'historiciser, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus elle est vraie. Elle est sans doute un peu moins vraie dans les années 20 que dans les années 50. Cinquième point, parallèlement à tout cela, le développement focalisé sur une politique du grandiose a entraîné la prépondérance de l'administratif sur le politique dans le parti et aussi dans le système. Non seulement les simples citoyens, mais aussi les membres du parti étaient tenus à l'égard de toute participation significative à la vie publique. Les instances locales du parti sont devenues politiquement impuissantes. Et le sixième trait que retient Lévin, c'est le penchant d'une administration bureaucratique pour la centralisation qui trouve son prolongement dans sa réticence à cette administration bureaucratique et même rapidement dans son incapacité même à répondre à la complexité en laissant aux individus, aux collectifs, même aux gestionnaires, assez d'autonomie dans la réalisation de leurs tâches. Il n'en reste pas assez d'autonomie. Du coup, la bureaucratie se condamnait elle-même à tout décider, à tout réaliser par le seul biais d'instances bureaucratiques. Au final, une tâche impossible. Et en effet, la production de politiques standards dans une multitude de domaines de la vie courante ne pouvait qu'aboutir à l'accumulation sans fin de problèmes. Voilà, pour les 6 traits généraux, peut-être qu'on peut lancer tout de suite... non. Toutes ces choses dont on parle, c'est à peu près dans quelles années que ça se passe, en gros? Lévin s'intéresse d'abord et avant tout à la période stalinienne. Mais très souvent, il prolonge ses constats, ses réflexions, etc., sur la période khrouchtchevienne, etc., etc. Bien sûr, il établit des nuances, hein, mais il part de la NEP et il arrive aux années khrouchtcheviennes et, comment il s'appelle après Khrouchtchev, Brejnev. Brejnev. Kosygin, Brejnev, etc. Donc il historise. Moi je simplifie beaucoup, évidemment, pour rentrer dans un cadre, disons, honnête de conférence, mais les livres de Moshe Lévin, ils sont extrêmement documentés, il y a des exemples à foison. Moi je ne fais que picorer dans la forêt d'exemples qu'il donne. Notamment les 6 traits généraux, il illustre ça sur des pages et des pages, évidemment, ce que moi je ne fais pas. Prenons l'exemple, Lévin prend l'exemple des nationalités. En URSS, elles étaient, attention parce qu'on a fait une digression, Lévin prend l'exemple des nationalités. En URSS, elles étaient marquées par une différenciation croissante et des situations locales variées. Staline était particulièrement au courant de ça, puisqu'il a été le commissaire aux nationalités, c'est un sujet qu'il maîtrisait. Il y a bien eu des moments où le centre a essayé de prendre en compte les conditions locales.
mais le plus souvent, ils renonçaient et se contentaient de s'en remettre aux usages locaux. Le centre, ça se passait comment? Le centre continuait d'afficher sa politique standard, tandis que sous le manteau, des pratiques plus souples se mettaient en place. Donc on travaillait, on vivait dans un évolué, dans un théâtre de mots. Autre exemple, les nationalisations. Cette politique qui intervient pour éliminer le capitalisme va entraîner la guerre civile. Ce principe de dénationalisation est présenté et est souvent considéré comme socialiste, mais en fait, il a fait le jeu des réseaux de pouvoirs locaux, bureaucrates et responsables administratifs divers et variés, qui allaient finir, les années passant, par constituer une classe et renchérir sur le principe des nationalisations socialistes, ce qui est quand même une qualification fantastique. Théâtre d'ombre, là aussi. Il faut ajouter que la nationalisation de l'ensemble de l'économie a fait de l'État l'unique propriétaire. Au début, tout au moins. Au début, tout au moins. Parce que, là encore, les années passant, phénomène très important, ce sont les départements ministériels qui sont devenus les quasi-propriétaires. Et on a vu apparaître de véritables fiefs administratifs. Vers la fin, c'était pire que tout. C'était les responsables eux-mêmes qui étaient devenus des quasi-propriétaires. Les directeurs, les gens qui étaient en charge des affaires. Et donc le centre avec un C majuscule, il s'est morcelé et il a perdu sa capacité à imposer ses politiques. Très vite, le système a jeté sur cette situation un voile idéologique tout bête. Il a parlé de coordination. Tout était affaire de coordination. Théâtre d'ombre, là encore. Voilà comment le système unifié de la propriété d'État a fabriqué un centralisme hyper trophié, qui a lui-même pratiqué du polycentrisme, tant en politique qu'en économie. Alors on peut imaginer une chaîne assez longue, nationalisation, donc propriétaire unique, centralisation, hyper-centralisation, je continue, sur-centralisation, congestion, fragmentation, autonomie et, au bout du bout, indépendance et polycentrisme, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer, les fiefs. Il va de soi que tout cela s'accompagnait de toutes sortes de choses. Rébellion vis-à-vis du centre, intrigue, accords secrets entre fiefs, troc interentreprises, marché noir, pratiques illégales, guerre des chefs, etc., etc. Le tout, ça va sans dire, dans le cadre d'une planification impérative, implacable. Théâtre d'ombre. Il est facile de comprendre que dans ces conditions, il était tout simplement impossible d'établir des objectifs raisonnables, réalistes, cohérents. Impossible de respecter les délais. Impossible de connaître le vrai prix des choses. Ça, la question fondamentale, hein, la question du prix des choses. Au lieu de cela, les unités de production ou les échelons territoriaux, pour sécuriser leurs activités, faisaient des réserves de toutes sortes. Des réserves de matières premières, bien sûr, des réserves de produits intermédiaires,
même des réserves de main-d'œuvre. Gâchis et gaspillage garantis. Tous ceux qui étaient mêlés de près ou de loin à cette gigantesque comédie gestionnaire, les politiques, les administratifs et le parti, en sont sortis totalement déconsidérés. La population, elle ne recueillait strictement aucun fruit de cette situation. La satisfaction de ses besoins était aléatoire, la qualité n'était pas au rendez-vous, les inégalités se creusaient, la doxa économique officielle voulait que c'était le marché qui creusait les inégalités, et à terme, qui reconstituait le capitalisme. Eh bien là, avec le système soviétique planifié, sans médiation du marché, la population se retrouvait dans une société polarisée et dans un système économique défectueux, déséquilibré et stérile. Ça, c'est pour la population. Les entreprises à qui l'accès à un marché normal était refusé, eh bien, elles le reconstituaient en douce par toutes sortes de combines, qui étaient autant de sources de gâchis. Lévin dit « La saga de l'économie soviétique peut se concevoir comme une variation sur le thème de ce qui arrivait effectivement à la périphérie en provenance du centre ou sur son ordre, et de ce qui, de la périphérie, arrivait effectivement au centre, ce qui se perdait en route à toute une histoire. » Donc, tel était le résultat de cette usine à gaz bureaucratique implanifiable qui a fait que sous Staline, mais aussi par la suite, une grande partie de l'activité économique a été une succession de situations d'urgence. Là, je vous le dis comme ça, mais sachez que derrière ça, il y a des pages et des pages d'exemples de Lévin. Dans ce système ubuesque, la question des coûts, encore elle était insoluble. Et à cet égard, au début des années 20, Trotsky avait fait des propositions qui, à l'époque, auraient peut-être pu être appliquées, mais en vain. Il proposait, par exemple, aux planificateurs, d'utiliser les prix du marché mondial comme référence pour la planification interne. Il disait également que la planification ne pouvait pas être fabriquée dans les bureaux sur la base d'un catéchisme communiste abstrait. Trotsky, pour sa part, ne voyait pas du tout dans la NEP une concession à la paysannerie. C'était pour lui une politique importante pour l'industrie, dont il n'imaginait pas le développement sans le marché. Donc là, on a des échos avec des choses que l'on peut dire sur la Chine, par exemple, etc. Trotsky disait « Le marché restera un régulateur de l'économie nationale pour une longue période à venir. » Mais voilà, donc les coûts, eh bien, ce n'était pas une question pour le système. Qu'est-ce qui lui restait comme critère de planification? Les quantités, en réalité, puisqu'il n'y avait plus les prix, les coûts, et il ne lui restait plus comme critère que les quantités. Au fur et à mesure que le rôle des prix, des coûts, était relégué au second plan, la quantité est devenue la méthode naturelle pour fixer les objectifs et contrôler les résultats. Et cette centration sur la quantité, elle a produit un résultat. C'est que elle a mis à l'arrière-plan la qualité. La qualité en a souffert. Y avait-il un pilote dans l'avion? Je l'ai déjà un peu évoqué quand j'ai parlé du morcellement du centre et des fiefs. J'ai suggéré qu'il n'y avait pas de pilote.
de morcellement en morcellement, à un moment, c'est d'éclatement qu'il s'est agi, purement et simplement. Feu, le centre, on va l'appeler comme ça, est devenu incapable de maîtriser son propre appareil d'État. D'où cette aberration. Dans ce système suradministré et surcontrôlé, identifier, entre guillemets, le patron était impossible. À ceux qui demandaient désespérément qui est le responsable, répondait cet autre cri de désespoir: vous ne trouverez jamais un responsable parmi eux. Ces lamentations pouvaient s'entendre sur toute l'étendue de l'immense territoire qui dévine. Je signale au passage qu'il a une expérience personnelle. Hein. Je ne sais plus si je l'ai mentionné un jour, puisqu'il a travaillé, il a dû travailler dans une usine sidérurgique ou quelque chose. Il a été ouvrier quelque part pendant pas mal d'années. Donc il a vécu vraiment de l'intérieur le système. Quand il dit des choses comme ça, c'est appuyé sur une expérience de vie. Selon toute probabilité, les responsabilités se chevauchaient trop. Les prérogatives de chacun étaient trop floues. Trop de participants étaient impliqués dans le processus de coordination. Trop de coordination, c'est-à-dire plus de coordination, tout cela étouffait les actions énergiques et il était impossible de définir clairement les responsabilités. Voilà l'ensemble du diagnostic et de l'analyse que Lewin propose. Les effets maintenant de tout cela, rapidement. Le penchant bureaucratique pour la centralisation a nourri des résistances et le refus, mais bientôt aussi l'incapacité des uns et des autres à gérer la complexité, si ce n'est en étouffant les demandes et les besoins émanant de la société, y compris ceux venant des administrations elles-mêmes. Donc là, j'insiste là-dessus, hein, en étouffant les besoins. En étouffant les besoins. Les coulées d'étranglement et les déséquilibres se multipliaient. On est sur les effets. L'accumulation des problèmes dans les usines, dans les villes, les campagnes, les agglomérations, y compris la corruption rampante, les disparités grandissantes, les négligences, l'injustice sociale, tout cela allait croissant, malgré l'omniprésence, entre guillemets, du parti, mais aussi l'omniprésence des contrôleurs, des analystes, des ceci, des cela. Au final, on peut parler d'une économie aberrante, où plus de rebuts que de production utile sortaient des usines. Moshe Lewin mentionne que des réformes partielles ont été engagées au cours des années 60, donc Khrouchtchev. Mais elles ont été finalement sabordées. Chacun s'est alors dit, la fin d'un tel système n'est qu'une question de temps. Ça, c'est une remarque que là, de Lewin, que je cite en passant, mais il faut que vous sachiez que dans les 3 bouquins que j'ai utilisés, il le dit souvent. Hein. Il dit souvent qu'il y a une conscience qui se crée, qui se construit. Une conscience que ça n'a pas pouvoir durer éternellement. Que faisait le parti? Ses effectifs étaient en baisse. Et donc il constatait l'approfondissement de la crise et les manifestations du déclin, mais il était absolument incapable de procéder à des changements. Mais il continuait de se présenter comme détenteur d'un pouvoir social et politique à part, supposé être à la tête du parti et de l'État. Théâtre d'ombre. Au fil des ans, un renversement des rôles s'était opéré. En lieu et place d'une domination unilatérale de l'État par l'appareil du parti,
ce qui a été le cas, évidemment, à une certaine époque, eh bien, l'administration du parti a été absorbée par la bureaucratie d'État. Le nouveau souverain, c'est-à-dire le parti, bien loin d'exprimer les intérêts de ses membres et plus largement de la société, n'était plus que le porte-parole des administrations qui, en principe, lui étaient subordonnées. Cette absorption du parti par l'État a signifié la neutralisation du facteur politico-idéologique, la neutralisation de la politique et de l'idéologie. Je reviens sur une mention de Lewin de la fois dernière ou de la fois d'avant, quand Lewin dit que les slogans que l'on voyait sur les murs dans la ville, etc., qu'il n'y avait strictement plus personne qui y croyait. Donc, la neutralisation du facteur politique et idéologique, et l'administration a eu toute l'attitude pour s'en remettre eh bien, à ses propres critères. Lesquels? Quels critères? Ça, c'est une question qui ne sera pas posée. Ce n'est pas une bonne question. Tous ces effets en cascade procèdent de quelque chose qui a été dit au tout début, que j'ai dit au tout début, à savoir que la propriété étatique de toute l'économie dans le cadre d'une gestion centralisée a tout entraîné dans une logique folle de gigantisme qui a elle-même produit une économisation du système politique et du parti lui-même, mais pas que. En effet, les méthodes économistes ont aussi été étendues aux sciences, à l'éducation, à la culture, à l'idéologie. Là où on aurait pu s'attendre du fait de la propriété d'État à une politisation des questions, c'est en fait une dépolitisation générale qui est intervenue et qui a éloigné de la définition des choix politiques non seulement les citoyens de base, depuis longtemps, mais aussi toutes les personnes occupant des postes importants dans les administrations. Lewin indique que le processus qu'il décrit là et que je retrace a connu des étapes qui, dit-il, ce qui serait intéressant de décrire, dit-il, mais que cette tâche est encore hors de portée faute d'études détaillées. Quand Lewin dit ça, on est au début des années 2000. Donc j'ignore à quel état en sont arrivées les recherches et surtout la déclassification des archives. Ça, j'ignore, je ne peux pas vous dire. Peut-être que Jean en sait plus que moi. Quoi qu'il en soit, à l'arrivée, dans les années 1980, on peut dire que c'est la stagnation. Dans la pratique, la machine de l'État n'avait plus personne à sa tête. Elle n'avait de compte à rendre à elle-même, autant dire personne. À ce moment, elle était déjà à la dérive, énorme, lourde, puissante, mais incapable de changer. En fait, elle était déjà morte. Morte de quoi? Eh bien, on a l'embarras des mots, c'est morte de démesure, morte d'overdose, de la croissance, d'hyperpuissance ou de la croissance. On était même passé à une hypertrophie, et au final, ce fut l'effondrement. Pourquoi ce... Vas-y. Oui, il y a une chose qui m'étonne un peu quand j'entends tout ça. Je pense à la crise de Cuba. Les États-Unis, disons, la Russie à cette époque-là, c'était quand même considéré comme une puissance dont on avait peur, qui avait des bateaux, qui avait des armes, qui avait, je sais pas, tout un système de production qui fonctionnait quand même. Alors, quand on entend ça tous les deux travers, on ne sait pas très bien qui dirige, mais il y a quand même des choses qui marchaient, non? Il y a quand même des choses qui marchaient, effectivement, ah oui. mais même le système social marchait, le système de protection sociale fonctionnait quand même aussi. Il y a des personnes
aujourd'hui qui ont connu ce système de protection sociale soviétique, qui en sont encore nostalgiques aujourd'hui, qui en sont nostalgiques. Et je pense surtout à l'industrie lourde, hein, les aciéries, il y en avait, on construisait des bateaux. Bien sûr, mais il sortait des choses des usines, bien sûr, bien sûr. Mais avec un gâchis monumental. C'est ça l'idée. L'idée n'est pas de dire qu'il ne sortait rien des usines. L'idée, c'est que ce qui sortait des usines avait été produit avec un coût qui n'était pas maîtrisé et en réalité avec beaucoup de gâchis, en réalité, beaucoup de gâchis. Et c'est ce qui a fini par créer des impasses, des boulots d'étranglement, pour reprendre l'expression, qui ont fait qu'au bout du bout, le système s'est ratatiné sur lui-même, il a implosé, parce qu'il n'était plus capable de suivre la concurrence internationale. Parce qu'il y avait toujours des scientifiques russes qui étaient quand même assez considérés, des ingénieurs qui fabriquaient des armes sophistiquées. Bien sûr, le Sputnik, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, Sputnik, voilà. Bien sûr. Bon exemple. Catherine. Et d'un autre côté, même idéologiquement, ça peut quand même poser des questions, c'est ce que je viens de dire. Parce que jusqu'à l'effondrement, jusqu'à la chute du mur de Berlin, on disait quand même, et ça a été prouvé, que l'URSS était quand même le contre-pouvoir par rapport aux États-Unis. Que c'était parce que l'URSS existait qu'il y avait cette, cette balance qui faisait que justement, le système capitaliste n'avait pas tout envahi, il n'avait pas tout pris. Il y avait des résistances. Bien sûr. Idéologiques. J'inscrirai les choses, je pense que là, les choses que tu dis, il faut les historiciser. Par exemple, je prendrai les choses d'abord sur la période 55-60. À cette époque, surtout en 45 d'ailleurs, 45, 50, 55. Je pense que dans ces années-là, le monde occidental ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Il a sans doute déjà une idée que le système ne va pas pouvoir soutenir la concurrence, mais en réalité, ou tout au moins l'espoir, mais en réalité, il n'en sait trop rien. Le dernier souvenir réel et concret que les Occidentaux ont en 1945, oubliez tout ce qui s'est passé après. 1945, le dernier souvenir réel et concret que le monde peut avoir, et les dirigeants occidentaux, c'est la décennie 1930. Et cette décennie, elle est marquée par des réalisations économiques de l'URSS absolument extraordinaires. Donc là, je réponds aussi quelque part à ta question, à ton intervention. L'armement de l'URSS en prévision de la guerre, je pense que les 2 tiers ou les 3 quarts de cet armement, si ce n'est plus, se font dans la décennie 1930. Et il a fait ses preuves pendant la guerre. Bien. Et les Occidentaux, ça, ils l'ont vu. Et ils ont vu aussi d'autres réalisations économiques, hein. Pas seulement l'armement, mais aussi les famines ont été éradiquées. La protection sociale s'est mise en œuvre. Les familles l'auraient dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Genre, ça a duré très longtemps et ça faisait partie de la propagande. Je vais juste donner un exemple. Il y a un film qui s'appelle Les Joyeux Garçons qui s'ouvre sur une poste de campagne avec des kilos de victuailles sur les tables. Enfin, ça. Bon, c'est en 1934. C'est de la fumisterie pure et simple. Je m'excuse, mais bon, là, on sait par ailleurs qu'en 1934,
on croyait quand même la dalle en Union soviétique et pas seulement en Ukraine. Donc, là, je crois qu'il faut. Et je crois qu'il y avait aussi un autre problème. Je finis de répondre à Catherine. Si tu veux, 1945, 50, 55, le camp occidental est dans l'expectative, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. C'est bien pourquoi, dès avant la fin de la guerre, toute une série de conférences internationales sont organisées, dont une qui va dépasser les autres de la tête et des épaules, c'est la conférence de Philadelphie, et qui vont organiser le monde de l'après-guerre. Le nom total de conférence, je l'ai donné un jour dans une conférence, vous trouveriez ça sur mon blog si vous cherchez. Dès avant la fin de la guerre, c'est-à-dire, et même avant Stalingrad, le monde occidental organise l'après-guerre. Et c'est un monde qu'il organise en fonction de la victoire, ça c'est clair, mais d'une victoire à laquelle l'URSS aura contribué de manière importante. Et donc, c'est là où se met en place ce que l'on a appelé après-guerre, pas pendant la guerre, mais après-guerre, le compromis fordiste, qui consiste à dire les surplus économiques, nous allons les partager différemment d'avant la guerre et d'avant même la première guerre. C'est-à-dire qu'on va distinguer entre le recyclage pour l'investissement et les retombées sur la population et les salariés. Bon, là, on est le 45-50, le camp occidental est sur cette idée-là. Et puis, à mesure que les années passent, les Occidentaux se rassurent. Oui, ils voient que l'URSS commence à pédaler dans le yaourt, à être moins efficiente. Toujours un peu efficiente, entendons-nous bien. Le Spoutnik, c'est une réalisation remarquable. Les milliers ou les millions de tonnes de céréales, etc. L'électrification, les barrages hydroélectriques, etc., etc. J'oublie beaucoup de choses, évidemment. Bien, donc il y a eu beaucoup de réalisations. Mais encore une fois, à mesure que les années passent, tout ça se fait dans un gâchis qui s'accroît, dans une incohérence qui s'accroît. Voilà, c'est ça, dans des pertes en ligne qui s'accroissent. Stéphane et Jean. Et Jean-Pierre. Stéphane. Dans le cas du capitalisme, c'est très simple. Pour tenir les travailleurs, il y a la menace du chômage, il y a la menace de perdre son emploi, c'est très simple, la menace de perdre son logement, sans compter toute la répression qu'il peut y avoir en cas de grève, en cas de... Si par exemple on essaye de être contre le système, de façon simple. Ok, dans le cadre d'un système socialiste, quand l'emploi est garanti, quand la protection sociale est garantie, quand il n'y a plus la menace de finir sous les ponts, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas trop envie de se battre pour le parti ou pour le communisme, qu'est-ce qui pourrait un peu le pousser à le faire? Je pense qu'il y a aussi la répression. Oui, bon après... on n'était pas fusillés parce qu'on était contre le parti, ça c'était peut-être au début, mais pas vers la fin. Voilà, il faudrait... non, je ne veux pas me vautrer dans des... ce serait trop facile dans des idées... au niveau économique, je parle, au niveau économique. Mais, au niveau économique, il y a eu le stacadovisme, des choses comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Je ne sais pas si ça a duré au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. C'est possible. Je l'ignore. C'est possible. Mais il y a eu des politiques telles que celle-là. Bon.
motiver les gens, il y a moi, Lewin évoque des niveaux de rotation de la main-d'œuvre sur les emplois qui étaient très élevés et qui étaient gérés d'une manière un petit peu autoritaire par les autorités. Hein. Oui. Oui, moi je me souviens dans les années 80, j'avais découvert un auteur qui était considéré comme un dissident, qui avait écrit un énorme bouquin sur la façon dont ça se déroulait donc en Union soviétique. Il s'appelait Zinoviev et le livre c'était Les hauteurs béantes. Et bon, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais ce que j'en avais retiré comme disons, ce qui m'en reste, c'est qu'il y avait de la corruption à tous les étages. Il y avait une énorme corruption. Oui. Et il y a aussi, par rapport aux années 90, donc c'était années 80, 90, c'était logique que cette société finisse par s'effondrer. Et moi, j'ai connaissance aussi d'un autre auteur soviétique qui a vécu l'effondrement en Russie dans les années 90 suite à la chute du mur et qui faisait un rapprochement avec un possible effondrement qui pourrait se produire en Europe ou dans les pays occidentaux. Et il parlait aussi, alors moi ce que je sais aussi c'est qu'en France, il y a un très haut niveau de corruption aussi, je veux dire on est très mal classé à ce niveau-là. C'est vrai. Non mais bien sûr. Alors bon, je m'interroge s'il n'y a pas des rapprochements à faire par rapport à ce que vous décrivez, la suite logique qui est l'effondrement, et à la société actuelle, ce qui se passe aujourd'hui. Une réponse rapide avant de donner la parole à Jean Roblin et ensuite à Jean-Pierre Crémier. Oui, il y avait un niveau de corruption et il y avait une économie souterraine importante. Alors là, je ne peux que renvoyer à un livre qui s'appelle Le socialisme trahi, publié chez Delga. Les noms des auteurs, je ne les ai pas gardés en mémoire, mais le titre c'est Le socialisme trahi. Et le livre explique qu'il y avait quelque chose comme 20 ou 25% de l'économie qui passait en dessous des radars. Hein, et que... et chez nous aujourd'hui. Non, je parle de l'Union soviétique. Oui, mais... Ça évoque ce qui se passe aujourd'hui. Je n'en sais strictement rien. J'ai des doutes parce que nous avons un système de déclaration des chiffres d'affaires. On a ici un chef d'entreprise qui va pouvoir nous dire, on a un système de déclaration des chiffres d'affaires qui est connu presque à la seconde près à travers les cartes bleues, etc. Donc le fisc suit l'activité des entreprises à la minute près. Donc je n'y crois pas beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la triche et de la corruption, mais celle-ci, elle doit sûrement... Ben oui, il y en a, mais celle-ci, elle doit se faire avec un degré de sophistication que nous ne pouvons pas maîtriser. Mais disons que ça m'étonnerait que ça atteigne le niveau de 20% de l'économie. En tout cas, ce à quoi je vous renvoie, c'est ce livre aux éditions Delga qui confirme ce que vous dites. Hein. L'économie s'est effondrée. Et alors, dans le livre, il est expliqué aussi que les directeurs d'administration centrale, les ministres, les sous-ministres, les ceci, les cela, étaient devenus quasiment les véritables propriétaires de l'économie. Voilà. Mais, alors attends, d'abord, Jean Roblin. Oui, alors, je crois qu'il faut historiciser effectivement les problèmes. Parce que il est évident qu'il y a des périodes où, au moins apparemment, l'économie a fonctionné. Même la collectivisation de 29 avec des résultats catastrophiques sur l'agriculture, mais effectivement, elle a produit l'industrie lourde, donc, y compris l'industrie d'hier. Toute la décennie 30. Simplement,
ça posait un problème qui est celui des transferts d'un secteur sur l'autre, par exemple du secteur agricole sur le secteur industriel, avec effectivement des prix faussés parce que les prix étaient censés assurer le fameux transfert d'un secteur à l'autre. Donc on sous-estimait certains prix, on en majorait d'autres, etc. Bon. Ce qui explique aussi déjà la difficulté, contrairement à ce qu'on croit, à avoir une agriculture qui soit industrialisée. Parce que bon, on parle toujours des tracteurs, mais l'essentiel de l'agriculture, même dans les années 30, resterait quand même encore une agriculture, ben oui, des bras. Et après, il y a effectivement, quand il n'y a rien et quand il y a un maximum de destruction, il ne faut jamais oublier qu'en gros, en 21, il n'y a plus d'économie russe, tout simplement. Bon, c'est un système qui peut fonctionner sur le départ. Après la guerre, avec les destructions, on peut encore prononcer ce type de mécanisme. Bon. La crise, elle advient surtout dans les années 60 de ce point de vue-là. Et elle est très bien identifiée par les économistes, parce qu'elle se répand partout. Elle n'est pas simplement en URSS, elle existe aussi en Hongrie, etc. C'est une crise de productivité. Bon. Donc il faut remarquer d'ailleurs qu'à la même époque, les pays occidentaux connaissent elle se développe. Il y a une crise du Fordisme aussi et du terrorisme en Union soviétique. Bon. Ça permet ça alors de répondre un peu à une autre préoccupation qui était la vôtre. C'est un des facteurs essentiels de l'effondrement, c'est la résistance sourde, continue du travail. Une résistance qui ne peut pas être ouverte. Bon, pour la bonne et simple raison, il ne faut quand même pas oublier que à la fin de la période stalinienne, le goulag pouvait représenter 11% de l'économie, ce qui veut dire qu'il y avait quand même pas mal de gens qui s'y trouvaient. Bon, et alors même que la productivité du goulag était extrêmement faible, pour ne pas dire nulle. Bon. Donc, il y avait un contrôle énorme, mais il y avait une sourde résistance du travail. Des travailleurs. Des travailleurs, bien entendu, qui explique cette crise de productivité, face à laquelle la réponse a été, Lieberman en Russie, Otasik en Tchéquie et Vladimir Rus en Pologne, le marché, la décentralisation, etc. Soutenu essentiellement par Kosygin au niveau politique. Et effectivement, c'est une expérience qui a été relativement vite interrompue. Mais il ne faut pas oublier quand même que cette décentralisation, il y avait une expérience où elle était menée depuis longtemps, c'était en Yougoslavie, et que ça ne marchait pas non plus. Donc, sauf au début. Oui, bah oui, mais bon. Comme tu dis, au début, quand on reconstruit. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier les rapports de classe et la lutte des classes. Quand on est marxiste, ça me semble... Et là, il y a un os difficile à ranger, mais qui a été le cas. L'expérience Lieberman, etc., elle était rapidement interrompue. Donc, c'est l'ère Brejnev, effectivement. Bon. Mais il faut voir aussi ce que ça impliquait. Ça impliquait le fait que le pouvoir d'État et les gens qui le tenaient perdaient la maîtrise au profit des dirigeants économiques des entreprises. Dans les territoires. Ben oui. Donc, il y avait lutte aussi entre des fractions des dirigeants. Bon, et ça, je crois qu'il faut le remettre en place. Bon. Alors après, effectivement, la mythologie d'Octobre, par exemple, qui a duré tout au long de l'ère stalinienne. C'était, en un sens, ça a marché, renouvelé avec du nationalisme pendant la guerre, parce que ça, alimenté aussi à fond. Bon. Mais c'est évident aussi qu'après, en particulier dans cette période des années 60, ça s'était complètement usé. La mythologie d'Octobre ne fonctionnait plus, c'était une sorte de rappel. Alors bon, voilà.
Et puis si, dernier détail, puisqu'on a parlé des nationalisations, je vous expliquerai à la rentrée que c'est pas du tout comme ça que les bolcheviks démarrent la révolution d'octobre. Que, contrairement à ce qu'on croit, pour eux, l'essentiel de la prise en main de l'économie ne se situe pas au niveau des nationalisations. Et que donc ça va être ensuite, en somme, avec la collectivisation et tout ça, qu'on va consacrer cette fameuse image. En gros, le socialisme, c'est quoi? Nationalisation plus plan, plus un machin qui s'appelle pouvoir des travailleurs et qui n'existe pas. Bon, excusez-moi. Alors, Jean-Pierre et Helmut. Alors, moi, je crois qu'on a oublié un phénomène important, c'est la lutte idéologique. Moi, j'allais régulièrement en Bulgarie, je connais très bien, et en plus, je fréquentais les apparatchiks, parce que je jouais aux échecs avec le ministre de l'économie, et puis d'autres personnalités importantes. Quand on a vu la CIA, et regardez ce qui se passe en Iran, ils savent tout. Comment ils sont arrivés à travailler les gens, le pays? Moi, j'ai une maison à côté de l'ambassade américaine. 5 sous-sols. L'ambassade, il y a quand même une chaussée. Et c'était dans les années 67, 67, ils ont construit ça. Il y avait la radio Free, qui émettait de l'Est. Donc, qui donnait l'esprit occidental, que tout allait bien, etc. Mais il s'est créé une caste des apparatchiks. C'est-à-dire que déjà, que ce soit en Union soviétique ou dans les pays de l'Est, il y avait des magasins où on payait en devises, comme en Bulgarie. Donc vous avez le droit à tout, vous achetez des voitures japonaises, et que le ministre de l'économie, quand sa fille a eu 18 ans, elle a eu droit à la Toyota, et qu'un Bulgare qui travaillait, etc., il fallait qu'il s'inscrive et il attendait 4-5 ans pour avoir une Lada. Donc il y avait tout ça. La plupart de ces gens-là, diriger le pays, envoyer leurs enfants où? Dans les grandes écoles, en Angleterre, aux États-Unis. Je prends le cas de mon beau-frère, on envoyait à Imperial College à Londres. Même en allant plus loin, Kim Il-sung, où est-ce qu'il a fait ses études? En Suisse. Quand vous voyez, la réalité, c'est ça. Donc il y a eu toute une contamination du capitalisme chez c'est autre chose, l'énergie, mais il faut tenir compte. Mais quand il y a eu l'écroulement, que ce soit en Union soviétique, de partout, qui sont devenus les millionnaires et les milliardaires? Ben, c'est les directeurs qui dirigeaient les entreprises, qui se les ont accaparés. Ils ont pas mis $1 ou un rouble, ils ont tout pris. Moi j'en ai connu, j'avais visité une fabrique de grillage qui voulait commercer avec la France. On m'avait sollicité en disant si je pouvais. Donc j'ai pris le directeur et puis quand il y a eu le changement, le directeur est devenu le propriétaire de l'usine qui fabriquait les grillages pour toute l'Europe. Je veux dire, il y a eu cette corruption, et je suis entièrement d'accord. Et ça, on l'a oublié parce qu'il n'y avait plus de lutte idéologique. C'est-à-dire que le Parti communiste de tous ces pays-là n'a plus joué son rôle, il a été dominé, ce que tu as dit au début, par l'administration. Ils avaient le pouvoir, ils avaient tout, et ils se permettaient d'opter tous les azieux. Et il y a eu un déséquilibre par rapport, parce que quand même, je ne parle pas de la Bulgarie, parce que les choses étaient mieux qu'en Union soviétique, mais même dans les années 80, il y avait des familles à Moscou, plusieurs familles qui vivaient dans le même appartement. On leur donnait, ça c'est aussi une réalité. Donc comprenez que le peuple lui-même, ça n'allait pas trop quand on voyait à côté que les autres ils se gavaient, ils avaient leur magasin, ils avaient leur voiture occidentale et tout. Je crois que tout ça, et c'est, je crois, l'essentiel, c'est cette lutte idéologique qui a été très très importante. Et là, moi, il y a plein de réveils quand je vois ce qui se passe avec la guerre de l'Iran, voir comment on manipule l'esprit, etc. Voilà. Oui. À un moment donné, tu as dit qu'en 1945, l'Occident ne savait pas trop comment se situer par la Russie. Je rajouterais, sauf les États-Unis, qui avaient une peur bleue que le communisme se répande trop en Europe et envahisse même les États-Unis. Et ça, on le sait. Hein. Les Américains, ils avaient vraiment la fouille en 1945 par rapport au communisme. Ah oui, le macartisme est à ce moment-là. Oui, mais je distinguerai des choses.
Je pense que, je vais distinguer le McCarthyisme, je vais le situer autrement. Je pense que le camp occidental, c'est vague, hein, le camp occidental, c'est les dirigeants du camp occidental. Ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est que les peuples des pays européens, que les peuples, parler des États-Unis. que les peuples des pays européens qui sont restés capitalistes se jettent dans les bras de Staline et de ses sbires. Bon, ils veulent à tout prix éviter ça. Et donc, c'est ça qui... Et puis en plus, ils l'écrivent presque comme je le dis là. Attention, hein, là j'ai l'air d'être complotiste, mais ils le disent comme ça. Et donc, le monde qu'ils organisent, eh bien, il doit présenter un visage quand même un tout petit peu sexy pour les peuples. Et le fait est que les 30 Glorieuses, je résume, les 30 Glorieuses, elles vont avoir un effet sur la classe ouvrière et sur les travailleurs en général. C'est qu'ils vont commencer à se dire, ben merde alors, le capitalisme, il n'est pas si invivable que ça. Il y a de quoi faire. Bon, je résume. En même temps, le Parti communiste était assez fort en France et en Italie. Mais 20%, 25%, hein, ça fait peur quand même. Et bien sûr. 28% à une certaine élection en 45, 46, Donc, ça fout les choses. Mais le macartisme, je dirais, ça ne relève pas de cette stratégie que je viens de décrire. Non. Ça relève plutôt d'une pure opération idéologique mondiale et compulsive. C'est-à-dire que nous sommes à une époque où l'ensemble du camp occidental est obnubilé par le communisme. Le camp occidental sort, du point de vue intellectuel, d'une période quasiment de 20-30 ans que j'ai décrite en 2020. Ça remonte maintenant. Dans un cycle de 5 conférences intitulé « Le néolibéralisme contre la démocratie » où j'ai présenté le travail de Lippmann, Dewey, Hayek. Bien, les réflexions Lippmann, Dewey, Hayek, dans différentes conférences. Eh bien, tout est organisé autour de cette putain de question du communisme. Voilà. Et donc, ils sortent de ces 2 ou 3 décennies où le communisme est devenu une obsession, et c'est allé en croissant parce que dans la décennie 1930, l'URSS vole de succès en succès. Donc là aussi, hein, je module ce que j'ai dit. Effectivement, il y a eu, et que Jean a dit aussi, à savoir qu'il faut distinguer des périodes, etc. Voilà, donc le macartisme, c'est plutôt un grand cirque. Et la deuxième chose que je voulais dire... oui, excuse-moi. Tu disais, le fisc en France contrôle bien les mouvements monétaires. Je mets un peu de l'eau sur le moulin de ma voisine, ça me fait doucement rire. On sait très bien que toutes les banques françaises ont des comptes offshore. Et où? Dans les paradis fiscaux. Et qu'est-ce qui les planque? Des centaines de milliards. Alors, contrôle du fisc sur tous les mouvements financiers en France. Je mets entre parenthèses des milliards qui sont planqués aussi, qui viennent de marchands de drogue. Mon cher Helmut, ouais. T'as déjà essayé de te marier?
Tu as déjà essayé de truander le fixe? J'ai essayé de truander. Ben, peut-être si on est petit, on risque de payer cher. Si on est grand, on me propose une transaction. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça marche, Non, ce que je parce que dis, ça dure trop longtemps d'aller chercher vraiment les milliards. bien sûr. Ce que je... C'est le terme très sophistiqué, en effet, d'un paradis fiscaux à l'autre, d'un compte à l'autre, pour courir derrière quelque chose. Soyons bien clairs, hein. Helmut a raison. Quand on est puissant, on peut truander, évidemment. Je ne sais pas comment on s'y prend, mais on y arrive. Mais quand je disais tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure, L'optimisation fiscale. C'est déjà oui, c'est l'optimisation fiscale. Quand Il y a je des disais, avantages fiscaux, il faut savoir que, par exemple, si vous faites 20 000 € de bénéfices, vous payez 25% d'impôts officiels. Mais suivant la structure et comment vous vous organisez, vous payez 2,5% sur des millions et des millions. C'est grosse entreprise. Prenez un autre exemple. Moi, j'ai construit des villas à des gars qui avaient vraiment du pognon. C'est des SCI, c'est pas en propre. Des SCI, et moi, c'était Monaco qui me payait les factures. ah mon galère. Non, mais moi, c'était légal. C'était pas légal. Ça me permettait de payer les ouvriers, le ça. Il faut voir tout ce mécanisme. Voilà. Et ils ont énormément, surtout à Chypre, il y a des avocats fiscaux, parce qu'il ne faut pas voir que les îles Vierges, etc. Malte, Chypre, l'Irlande, le Luxembourg, tout ça, Monaco, ils ont soulevé là, Monaco, il faudrait le mettre à jour par rapport au blanchiment d'argent. Oui, j'ai entendu. Il y a plein de possibilités. Stéphane. Après, on a dit qu'il n'y a pas de l'argent dans les caisses de l'État, ça me fait doucement rire. Suffirait d'aller chercher où il est. Bien sûr, bien sûr. Stéphane. Et Catherine. Stéphane et Catherine. Et José, excuse-moi José. Stéphane. Oui. Je dirais que sur la corruption du système soviétique, si on le compare au système capitaliste, ne serait-ce que par exemple sur le côté construction, quand on sait tout l'argent caché qu'il y a au niveau au niveau de l'argent qui est donné dans les parts de marché, dans les marchés publics, et ainsi de suite, pour raison garder, sur le système soviétique, il n'y avait pas d'entreprise privée qui gagnait de l'argent sur les différents marchés publics qu'il pouvait y avoir au niveau de l'État. Ensuite, j'ai entendu dire sur la révolte ou la révolte sourde de la population des travailleurs, et c'est à cause de ça que le système s'est effondré. Moi, je suis pas très d'accord, parce que par exemple, encore une fois, je fais le parallèle, dans le capitalisme, il y a une révolte sourde et le système ne s'effondre pas. Et ensuite, troisième point, ça c'est assez intéressant, si je fais le parallèle, il faudrait un peu essayer de faire attention à ce qu'on dit et de ne pas être dans la contradiction, dans le sens, Jean-Pierre, par exemple, sur le système bulgare, où tu l'as bien expliqué, où il y avait des personnes qui se faisaient payer leurs études pour aller dans les universités occidentales, et comme quoi ce n'était pas normal du point de vue idéologique, et je suis d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, si on suit régulièrement les conférences, on ne peut pas d'un côté parler de cette manière, et de l'autre côté dire que le système ou le Parti communiste chinois, quand il envoie des étudiants dans les universités occidentales, c'est un progrès, c'est un signe de modernité. C'est une contradiction. Oui, tu as raison. Incontestablement. Catherine. Moi, je voulais ajouter une petite chose par rapport à ce que vous avez dit et ce qu'a dit Madame. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 20% de la production qui est souterraine, etc. Moi, j'aurais quand même rappelé que dans le système capitaliste actuel, il y a aussi une économie parallèle qui représente au moins 20% de l'économie actuelle et que c'est en France. Oui, mais en Italie aussi. Oui, non, nous on est en France et chez nous on n'a pas besoin d'aller alors peut-être que pour peut-être un peu plaisanter, je dirais que chez nous, disons que cette économie parallèle, elle est gérée, je dis comme en Italie, par une
que, bon, de temps en temps, ils s'éliminent les uns les autres, hein, ils se font la guerre entre eux, mais malgré tout, c'est une économie qui permet dans certains quartiers de vivre. Parce qu'il y a la drogue en particulier, et s'il n'y avait pas cet argent-là, il y a bien des familles qui ne pourraient pas payer le loyer, l'électricité, etc. Donc cette économie-là, il faut en tenir compte, parce qu'en plus de ça, elle fait des ravages au niveau idéologique, elle fait des ravages au niveau santé, voilà, économique, et elle fait des ravages au niveau idéologique, parce que en ce moment, le RN s'appuie sur ce genre de population et de système pour faire en sorte que les démocraties s'écroulent. D'accord. Ça, ce serait une comparaison à creuser. C'est une comparaison à creuser. Ça, je trouverais ça intéressant. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver des éléments d'information par rapport à ça, mais on va essayer d'y penser. Hein. Ça risque d'être coton de trouver des sources. Hein. Je ne sais pas trop, mais on va voir ce qu'on peut faire. Là, il y a un vrai sujet. On trouve des sources. Il y en a un qui a écrit un livre sur la mafia qui est très parlant, hein, très factuel. Il y a je ne me rappelle plus le titre, mais un livre qui est sorti il y a à peu près 1 an sur la mafia. Je crois que c'est un Italien d'ailleurs. Et voilà, il te donne tous les détails. Hein. Ça donne. Comment il s'appelle? C'est Saviano. C'est Gomorrah. C'est ça? Attends, Catherine. José. Moi, je voudrais revenir sur 2-3 choses. D'abord, à propos de la situation en 1945. Je crois qu'il ne faut pas réfléchir simplement en tant qu'Européens ou membres du camp occidental, malgré notre volonté de nous intégrer. Il s'est passé quand même un paquet de choses ailleurs, notamment en Asie. Et je pense que l'histoire des bombes sur le Japon, c'est pas pour le plaisir simplement d'expérimenter. C'est pas simplement pour mettre à genoux. Ce que tu disais à propos du macartisme, je crois que ça s'applique parfaitement là. Au Japon, il y avait un parti communiste extrêmement puissant et qu'il le reste encore. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il y avait dans ce même secteur la Chine qui était en train de marquer de succès en succès. Il fallait aussi montrer aux Russes, aux Soviétiques, je ne sais pas comment il faut dire, et à ceux qui attendaient les progrès du camp socialiste, qu'on était capable de mettre un coup d'arrêt. Parce que nous, on avait la bombe. Je crois que ça compte beaucoup. N'oubliez pas que le Parti communiste indonésien, détruit en 1967, avec un massacre gigantesque, il était le premier parti communiste en nombre. 1 million d'adhérents. Et oui, et en 1967, ça existait encore. Je crois qu'il y avait là, dans ce secteur asiatique, quelque chose qui avait de quoi faire peur. Et donc la bombe, elle sert aussi à ça. Pour dire, attention, on a les moyens de moiter. Ça, c'est le premier truc. Et ça explique beaucoup de choses par rapport au rapport de force existant, parce qu'on s'est pendant longtemps appuyé dans l'équilibre des forces au niveau mondial. Nous, du camp des gueux, on s'est beaucoup appuyé sur ces pays-là et sur ces espoirs-là. Alors, je crois qu'effectivement, il faut imaginer ce que ça a pu représenter. Il y a eu effectivement la fin, dans les années qui ont suivi, la fin de, je vais dire, le mythe de la Révolution. Mais à ce moment-là, on l'a remplacé par un autre. On l'a remplacé par un autre, c'est le mythe des victoires du socialisme. Avec, nous aussi on est capable de faire la bombe. Avec, vous avez vu, on est les premiers à avoir lancé un satellite. C'est ça. Et tout ça, ça a construit une mythologie autour des victoires du socialisme. Lorsque Mao, je reviens à un des termes que tu as utilisé, lorsque Mao proclame en 49, pardon, il proclame la Chine est à nous. Mais c'est perçu par les militants anticapitalistes comme ça y est, on a gagné là aussi. Et je crois que ça fait partie d'un rapport de force existant.
Deuxième chose, sans rapport, mais peut-être pour aller au fond. Et je reviens sur ce qu'a dit Jean, quand il parle de nationalisation. Et le vrai problème, c'est celui-là, je crois. C'est qu'on a imaginé, et le mouvement communiste international a imaginé pendant très longtemps, que la solution, c'était nationalisation. Après, on s'est peut-être beaucoup battu autour de qu'est-ce qu'une nationalisation. Et moi, dans ma jeunesse, j'ai appris qu'on était pour une démocratie avancée. Et je maintiens que ce n'était pas une connerie. Et c'était une façon de voir les choses qu'on n'a malheureusement pas été capable d'imposer en 81, par exemple. Mais les nationalisations, c'est pas dire on prend la propriété, rien à foutre. On prend le pouvoir dans l'entreprise. Et on prend le pouvoir dans l'entreprise, ça ne veut pas dire qu'on donne aux gens qui sont dans l'entreprise le pouvoir, ça veut dire qu'on organise avec la population, tiens, un truc qui pourrait s'appeler en russe soviet, qui décide de ce qu'il y a à produire, de ce qu'il y a à produire. Or ça, malheureusement, ça explique peut-être beaucoup. Lénine y pensait électricité plus soviète. Eh bien, ils ont mis du temps à avoir l'électricité, un peu partout, mais les soviets, ils ne les ont plus remis en place. Et je crois que c'est quelque chose dont il faut qu'on tire des conclusions pour nous, pour notre façon de batailler. Sans la démocratie, on n'arrivera pas à connaître les besoins, c'est la première chose, et on ne pourra pas satisfaire ces besoins. Et je reviens parce que là aussi, je crois que le camp socialiste s'est largement fait piéger parce qu'il représentait un espoir. Il se sentait obligé aussi de se lancer dans ces courses-là. La course à l'armement. Mais la course à l'armement, ça se fait avec du pognon. Et faire de l'armement avec du pognon, et on le voit actuellement en France, hein, on est en train de partir dans ce sens-là aussi, c'est aussi sacrifier la population. Et voilà. Deuxième chose, la course à la Lune. C'est pas Staline, hein, la course à la Lune. C'est Khrouchtchev. Ça a rappelé. Le premier Sputnik, 57. Staline est mort depuis 4 ans. Alors c'est vrai qu'il y avait des études qui étaient faites depuis très longtemps, mais dans tous les pays. En Russie déjà, ça avait commencé. Avant la révolution, il y avait déjà des chercheurs qui se fondaient sur ce qui a donné ensuite les V2 ou les autres. Le problème, c'est que là aussi, être performant en matière spatiale, c'était peut-être un joli coup, un coup de com', mais en même temps, ben, ça siphonnait quelque chose. Ça siphonnait du pognon. Ça siphonnait du pognon. Et je termine sur ça. Je crois que là-dessus, on n'a pas assez gambergé sur le rôle extrêmement néfaste. Comme ça, je reprends ce que tu as dit quand tu parles d'autopsie. Et oui, mais pour que on fasse une autopsie, il faut qu'il y ait un cadavre, c'est-à-dire une mort. Et je ne suis pas sûr que le stalinisme soit complètement mort. Je m'explique, je le dirai gentiment, mais j'ai l'impression que le stalinisme, si j'avais à donner une explication, ça a été la construction au forceps d'une société de classe dominée par un certain type de bourgeoisie. La bourgeoisie qui a été issue, on peut l'appeler bureaucratie, le parti, les chefs d'entreprise, etc. Mais on voit aujourd'hui où ils sont. Et moi, je crois que ça a été une connerie monumentale que le rapport dit Khrouchtchev, parce qu'il n'a pas analysé et il n'a pas voulu analyser le fond. Parce que s'il analysait au fond, il était obligé de mettre en accusation ben, lui et puis tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire ceux qui ont constitué cette nouvelle classe qui s'est instaurée autour de Poutine comme défenseur, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu as dit. Oui. Je vais juste... Mais j'ai envie d'en débattre. Je vais juste proférer rapidement quelques commentaires. Le premier élément de réflexion sur disons, les partis communistes dans les périphéries, etc., en Inde, en Indonésie, Chine, etc., Japon, etc.
juste indiquer une chose, c'est que là, ce que pointe José, c'est une direction de réflexion qui ne nous est pas spontanée. Nous avons, tous autant que nous sommes, tendance à raisonner franco-français, quelquefois Europe, mais plutôt franco-français en réalité. Hein? Et donc là, pour nous, c'est une limitation considérable que nous nous imposons, enfin, que nous donnons à notre réflexion et qui nous empêche de bien comprendre le monde, non seulement d'aujourd'hui, mais aussi d'hier en particulier. Les éclairages sur le parti communiste japonais, indonésien, et bon, la Chine, mais japonais, indonésien, effectivement, on comprend mieux la bombe. Voilà, bon, je m'arrête là. Je crois que c'est Mme Catherine. Non qui a encore demandé la parole? Jean, vas-y. Oui, je vais reprendre un peu le problème de l'URSS et de sa difficulté. Pourquoi, quand j'ai parlé par exemple de cette sourde résistance du travail, pourquoi elle a été efficace, si j'ose dire, alors qu'elle ne l'est pas dans les pays occidentaux, effectivement. Tout simplement parce que la productivité du travail était extrêmement inférieure à ce qui se passait en Occident. Bon. Alors même que les machines étaient comparables. Bon. Ça, c'est le premier point, cette productivité. Le capitalisme occidental a eu, quoi qu'on en pense par ailleurs, il a su la réorganiser. Quand il y a eu la crise du Fordisme, on a su faire le toyotisme, etc., on a su la réorganiser. Et l'accroître. L'informatisation, ça a aussi permis encore d'accroître cette la mondialisation. Et la mondialisation a fait partie, effectivement, de toutes ces stratégies de refonte de la productivité que, dans les pays de l'Est, on n'a pas su mettre, du moins pas au même degré. Curieusement. Et on a dit aussi la lutte idéologique. Il y a un pays où on l'a amené et où ça a donné encore une catastrophe, c'est la Chine. C'est Mao disant la lutte contre la foi capitaliste. Hein, bon, faut toujours se souvenir. Le grand bond en avant, un désastre total. La révolution culturelle. Ensuite, une sorte de NEP, celle de Liu Shaoqi. Bon, et paf, la révolution culturelle et Mao disant lutte contre la voie capitaliste. Bon, au nom d'un modèle qui n'était pas tellement loin de celui finalement du modèle soviétique, et tout ça pour aboutir à quoi? Là, si j'ose dire, ils en sont sortis à temps, à la nouvelle lettre de M. Deng, Deng Xiaoping. bah oui, sur laquelle on vit toujours, d'un certain point de vue, oui, c'est ça. On a toujours les arguments. C'est ça. Alors, droit de réponse de Stéphane, chef. Droit de réponse. Allez, Stéphane. Bien sûr, il y a eu des réorganisations dans le cadre du capitalisme dans les pays occidentaux, puisque c'est très simple. Dans le cadre d'une réorganisation de l'industrie, c'est tout simplement les travailleurs perdent leur travail. C'est que ceux qui se retrouvent sur le carreau, ce sont les travailleurs. Donc, la différence avec le système socialiste, où le travailleur, théoriquement, ne peut pas se retrouver sur le carreau, puisque son travail est garanti. On ne ferme pas l'entreprise. Dans le système capitaliste, dans le système socialiste, pardon, à ma connaissance, aucune entreprise n'a été fermée pour cause de faillite ou quoi, dans le cadre du socialisme. Après 90, c'est une autre question. Mais jusqu'à 89, aucune entreprise n'a été fermée pour telle ou telle raison, parce que ça ne gagnait pas assez, parce que voilà. Même si, au fur et à mesure, après, peut-être on s'est rendu compte que c'était des entreprises qui n'étaient pas rentables, ça je peux le comprendre, mais les gens avaient un travail garanti. Et après, on peut revenir aussi en 1917, tu as oublié de préciser ce point, il y a eu des entreprises dont les propriétaires ont fait des lock-outs, c'est-à-dire qu'ils ont décidé tout simplement, ben voilà, le pouvoir change de main, ben, on ferme l'entreprise, et dans ce cas de figure-là, on fait quoi alors? On laisse l'entreprise fermée, les travailleurs sur le carreau, on est obligé de nationaliser, on est obligé de prendre le pouvoir par la force d'une certaine manière. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y a plein de situations, bien sûr. Mais bon, après,
C'est sûr que si on attend que le capitaliste vous donne la clé et vous la pose et vous dit débrouille-toi et on va voir ce que tu vas faire, non, ça se passera pas comme ça. Mais il y a eu des entreprises qui ont été fermées, en particulier en Yougoslavie. Oui. Pour ça, ils l'ont vu. Mais le travailleur a gardé son niveau de vie. Alors, bon, pourquoi? Parce que oui, il faut raisonner à l'inverse, à mon avis. Dans la mesure où, effectivement, non seulement le travailleur, son emploi était garanti, mais il le quittait, c'était une forme de résistance. Il foutait le camp. Oui, sous Staline. Staline n'arrête pas de s'en plaindre, de dire le turnover est énorme, beaucoup trop élevé, c'est une catastrophe. Bon, mais effectivement, et en plus, administrativement... Il y avait une livret de travail. Ben oui, on a tenté à tout prix de casser cet exode, etc. Sans y arriver d'ailleurs. Bon, les gars arrivaient quand même à foutre le camp, je sais pas comment ils faisaient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau économique... Ben oui, mais ça veut dire qu'on n'avait jamais assez de main-d'œuvre. L'État était au moins autant obligé de garder les salariés que les salariés étaient garantis pour la bonne et simple raison qu'on n'en avait jamais assez. Que, par exemple, dans les années 70, en URSS, il y avait le problème de remplir les objectifs du plan. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait des volants qui venaient à la dernière minute, si j'ose dire, dans les entreprises, hein, pour réussir à boucler. Alors ceux-là étaient beaucoup mieux payés, etc. Chez Lewin décrit ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de formes de domination, si vous voulez, qui étaient autant d'échecs sur la main-d'œuvre. Et puis ça était concerné les directeurs d'usine. Oui. Parce que les directeurs, si les objectifs n'étaient pas atteints, leur rémunération en prenait un coup derrière les oreilles. Oui. Et donc, ils faisaient venir des brigades, et les mecs, ils bossaient comme des malades pendant une semaine ou deux. Et encore un point juste. Par exemple, en 1953, après les révoltes de Berlin-Est, tout ça, on a augmenté les salaires dans les pays de l'Est. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre de l'augmentation des salaires, parce qu'il n'y avait rien à acheter? Qu'est-ce qu'il y avait à branler? Rien. Bon. Donc ça ne les stimulait pas de dire, bon, l'argument capitaliste par excellence, si j'ose dire, celui de la carotte éventuelle, j'en avais rien à foutre. Il n'y avait rien à acheter. Vous pourriez pas nier pour l'avenir. Bon, peut-être avant d'en venir à la conclusion, juste une réflexion qui me vient comme ça, c'est que l'idée qui me guide, c'est de présenter un bilan qui pointe tout ce qui ne fonctionnait pas, sans effectivement, mais le débat m'a amené à le faire, sans effectivement insister sur ce qui marchait mieux. Effectivement, le débat m'a permis et notamment tes interventions, ne ris pas bêtement, Stéphane. Et tes interventions m'ont permis de le faire. Mais sérieusement, le bilan que nous cherchons à faire, c'est un bilan qui pointe surtout ce qui était décevant pour un système qui se disait socialiste-communiste. Je laisse de côté cette distinction, je la laisse indécise. C'était décevant pour un système qui se disait socialiste-communiste. On voit bien que globalement le surplus économique n'était pas au rendez-vous. Il y avait bien sûr des réalisations diverses et variées, mais pour les combien, 250 ou 300 millions, non, ou 150 ou 200 millions d'habitants de l'URSS, peut-être 200 ou 250 millions, eh bien, le compte n'y était pas. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, moi, c'est ça qui m'importe en réalité. Et puis, bon,
quand on regarde le fonctionnement, on voit de la corruption, du marché noir, machin, du truc, etc., des inégalités, des apparatchiks, des trucs. Bon, on se dit, ça ne peut pas être ça, le socialisme. C'est moi c'est ça qui m'apporte. Et surtout de pouvoir, moi je dis, c'est à ça que je veux en venir. Ça va faire quand même 11 conférences au total, entre les miennes et celles de Jean. Eh bien, le truc où je veux en venir, c'est que tout cela n'était pas du socialisme. Et donc il faut arrêter de dire que le communisme a échoué, il n'y a jamais eu de communisme. Il n'y a jamais eu de communisme. C'était un capitalisme d'État qui plus est autoritaire et aussi criminel. Criminel. Attention, attention, parce que Jean évoque le goulag, il est gentil. Parce qu'il y a eu je ne sais pas combien de millions, 1, 2, 3, j'en sais trop rien. J'ai même pas essayé de savoir. Mais il y a eu quelques millions de gens qu'on a raccourcis. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que pour éventuellement un jour, dans le futur, réaliser ce dont je pense vous rêvez un peu quelque part, qu'il ne faut pas aussi un certain type d'homme qui peut-être n'a plus cours. Voilà. Il faut savoir prévenir. Voilà, alors, je pense... aussi la qualité... Je pense que oui. Je pense que oui. Et le fait... Comment est-ce qu'on peut se rendre compte que ce que vous dites est vrai? Il n'y a qu'à voir ce que fait le capitalisme. Le capitalisme produit des gens égoïstes, etc. etc. Tout le système, hein. Le capitalisme, c'est tout le système. Le fétichisme de la marchandise, la concurrence, etc. Bon, je ne me lance pas parce que là, sinon on va y passer la nuit. Mais oui, bien sûr, il y a un homme différent. C'est ce que disait Castoriadis, si ça vous dit quelque chose. Oui, Cornelius Castoriadis. Qui expliquait que pour que le système capitaliste se maintienne en état de bon fonctionnement, ça réclamait un certain type d'homme qui avait été fabriqué un peu avant l'instauration du capitalisme. Bien sûr. Je trouve ça exister. Il y a deux exemples. Les corporatistes, par exemple, les gens dans la SNCF, c'était une corporation. Il y avait un peu cette notion de se soutenir mutuellement, de lutter contre un manque de répartition de ce qu'on a produit. Et les deuxièmes, c'est SNCF, peut-être aussi EDF. EDF, pareil, moi j'ai connu des gens où il y a cet esprit-là. Et ça va vraiment dans le sens, c'est pas quand il y a un maximum, c'est pas descendre l'autre, il n'y a pas constamment l'animosité, mais il y avait une sorte de concurrence, il y avait quelque chose de positif dans l'état d'esprit. Et ça peut aller dans ce sens-là, dans la proposition. Victor. Oui, je ne veux pas prendre mon temps, mais de mon point de vue, le problème de base, le racine de tous les mots dont on parlait, c'est le manque de liberté, de démocratie, liberté de critiquer. On pourrait prendre tous les exemples que je me donnais, mais je prendrai une, c'est la génération des partis communistes. Sans de liberté de critiquer vraiment et de partir, si on veut, et de changer les choses. Évidemment, ce qu'on a, c'est un système, une population hypocrite. On a vu ça avec l'histoire des religions et des églises. Surtout, s'il n'y a pas de liberté, les gens restent, mais croyons à peine, où ils restent pour les postes. Il faut dire que dans l'histoire d'Angleterre, l'église anglicane était connue surtout pour ça. C'est pas une référence française, c'est bien. Mais ça s'applique aussi aux partis communistes de toutes sortes, de toutes les...
je profite de l'occasion, c'est pas de l'opportunisme, hein, mais je passe une information. Si, c'est de l'opportunisme. Alors, quelque part entre septembre et décembre, je vais vous proposer 3 conférences sur le parti politique. Voilà. Donc, Jean Quétier, qui est un dirigeant qui est proche de la direction nationale du Parti communiste français, originaire d'Antibes, a publié 4 ouvrages, rien que 4 ouvrages dans les 2-3 dernières années, et par là, il y a un livre qui s'appelle « Sur l'utilité du parti politique ». Donc, je vais partager avec vous ces réflexions dans cet ouvrage-là. Donc, rendez-vous à l'automne sur ce sujet-là, et on retrouvera très exactement ce que tu viens de dire, Victor. Oui. D'ailleurs, excuse-moi, Jean Quétier nous a fait une conférence dans les Bouches du Rhône sur ce sujet. Là-dessus. Là-dessus, je sais. Et c'était vrai. Il est bien, hein? Il est très intéressant. Il est très intéressant. Mais moi, je vais le faire en 3 conférences. Je vous signale au passage que je lui ai envoyé mes conférences à Jean Quétier. Donc, il est venu déjà faire des conférences. Oui, sur le populisme. Il est déjà venu aux Amis de la Liberté, il doit y avoir 2-3 ans, 4 ans. Un truc comme ça. Stéphane, non? Oui, juste pour... tu es dans la conclusion, hein? Oui, j'arrive à la conclusion. Ma conclusion, ça serait de dire que le 14 juillet, nous ne fêtons pas la naissance en France. Hein. Nous ne fêtons pas la naissance du roi, ou le couronnement du roi, ou ce genre de choses, de la famille royale. Nous fêtons la prise de la Bastille, et... Non. Non. Et on ne pas dans les détails. Ouais, d'accord. Et, comment dire, le point de départ de la Révolution française, d'accord, il y a eu beaucoup de morts dans la Révolution française, il y a eu la guillotine, ce genre de choses. Tout ça pour dire qu'une révolution, il y a toujours les armes qui parlent, malheureusement. On ne fait pas de médecins, casser des os. Bon, je ne sais pas ça, mais bon. Se souvenir de la révolution russe comme d'un moment abominable, c'est comme si on se souvenait de la révolution française comme d'un moment abominable. Là, tu ne parles pas de ce que j'ai dit. Non. Enfin, je dis ça, mon point de vue. Mon point de vue. Et je suis dit sur ça. J'avais vu un reportage où quelqu'un parlait. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, c'était comme ça. Ça parlait justement de la Bulgarie socialiste et qui disait qu'au niveau des procédures pénales, il y avait tant de procédures pénales, dans le système totalitaire, communiste, il y avait, dans l'année par exemple, c'est une moyenne, hein, tant de procédures pénales, c'est-à-dire que ça partait du voleur de poules, on va dire, à celui qui avait des détournements. Hein. Tandis qu'après 90, 95, 2000, et ainsi de suite, ça a été multiplié par 10. Donc il faut savoir que dans le système totalitaire, on nous dit oui, c'était la dictature, on se retrouvera en prison pour un oui ou pour un non. De l'autre côté, dans le système capitaliste, il y a des procédures judiciaires, des procédures pénales à tirer à l'arigot. Donc il faut utiliser ça aussi. Je te renvoie, et tout le monde, par rapport à ce que vient de dire Stéphane Stolchev, il y a un bouquin de Domenico Losurdo qui s'intitule « Fuir l'histoire », point d'interrogation, avec 2 parties. Première partie, révolution bolchevique, et deuxième partie, révolution chinoise. Et Domenico Losurdo, il y en a sûrement au moins un qui le connaît ici, c'est le genre de mec qui n'avait pas froid aux yeux et qui savait dire les choses directes. Eh bien, il se livre à une analyse de ces 2 révolutions dans l'esprit que tu dis là, c'est-à-dire froidement, et pas cyniquement, mais juste froidement, et en regardant tout le bilan humain total. Hein, le bilan humain total, quand on ne fait pas la révolution et quand on l'a fait. Hein, parce que quand on l'a fait, il y a aussi des retombées, etc., etc. Et quand on ne la fait pas, eh bien, il y a aussi des sacrés emmerdements à ne pas la faire. Voilà. La conclusion,
parce que aussi je voudrais, puisque j'ai commencé à jeter le voile sur ce qu'on va faire à la rentrée, dire un peu plus. Alors, pourquoi tout cela a-t-il duré? Est-ce que, je disais il y a déjà au moins une demi-heure de ça, peut-être est-ce que c'était la terreur stalinienne? Oui, sans doute un peu, bien entendu. Mais ça n'explique pas tout, puisque après Staline, il n'y avait plus de terreur, pour ainsi dire, et il n'y avait plus de terreur. Il y avait encore le goulag, c'est vrai, mais beaucoup moins quand même. Et pour autant, le système que j'ai décrit, il a duré. Voici l'analyse, le diagnostic de Lewin. Si le système a duré, c'est tout d'abord à cause et grâce à une composante tumultueuse et dynamique de son histoire qui a servi de base à l'existence d'un État fort. Les exploits sur les champs de bataille et la course des armements qui a suivi ont ajouté le laurier et le système a su en tirer profit. Voilà. Ça me paraît être un résumé intéressant de la part de Lewin de la raison pour laquelle les choses ont duré. C'est-à-dire que, alors là, j'ai picoré, toujours pareil, hein, je picore, et là, il y a 6 lignes, mais Lewin, il est beaucoup plus disert. Et il explique en long, en large et en travers ce qu'il entend par cette phrase. Et il explique que l'histoire de l'État russe, pas soviétique, hein, russe, de l'État sous le tsarisme, etc., c'est une histoire faite de grands coups. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est une histoire faite de grandes réalisations, etc. Des réalisations territoriales aussi. Même chose en Chine d'ailleurs. L'État chinois, l'État russe, l'État chinois ont su protéger leur population des catastrophes naturelles, etc. Bon, il y a tout ça. Mais ce qui nous intéresse là, nous, c'est Staline, la période stalinienne. La période stalinienne a été ponctuée de réalisations remarquables et que la population, elle a acté. Elle s'en est souvenue évidemment au fil des ans. Mais il y a le diagnostic de Lewin, mais ces réussites ont aussi contribué au tournant conservateur du régime. Vous voyez le mais, le diagnostic et le mais. Ces réussites ont aussi contribué au tournant conservateur du régime, typique, dit Lewin, chez les vainqueurs des grandes batailles. Leur vigilance décroît. Ils n'ont pas conscience du déclin et ils n'ont plus ni la volonté ni la capacité d'engager des réformes. Voilà. La prochaine fois, on va parler des partis communistes dans les pays occidentaux. Ce sera l'occasion d'aborder la question de l'eurocommunisme et aussi de parler, j'insisterai sur Gramsci.